Allez, aujourd'hui, nouvel enregistrement et je suis avec Benoît de Yes We Run, dirigeant de Yes We Run. Comment vas-tu, Benoît? Ça va très bien. Et toi, François? Eh ben, écoute, moi, ça va super bien. Là, j'arrête pas de faire du bois là en ce moment avec les tempêtes qui sont tombées dans le Finistère. Donc, j'ai un petit peu mal au bras, mais je préfère avoir mal aux jambes, tu vois, quand on est dans la course à pied. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, alors pour faire simplement, comme tu l'as dit, je suis dirigeant de la société Yes We Run, qui est basée à Nîmes. J'ai bossé pendant pas mal d'années dans la communication éditoriale. Je travaillais pour des clients très sérieux à Lyon, des grosses entreprises et collectivités. Et puis à un moment donné, j'ai eu à cœur d'allier ma passion pour le sport et ma compétence professionnelle. Il se trouve que j'avais un pied dans l'événementiel sportif depuis quelques années, à titre associatif pour démarrer. Et puis, on a eu la bonne idée, hein, il y a quelques années, en 2016, de lancer un événement qui s'appelait le Nîmes Urban Trail, qui avait fait 3000 participants dès la première édition à titre associatif. Et on s'est rendu compte des limites du statut associatif, tellement il faut déployer d'énergie. Et petit à petit, on a mis le doigt dans un engrenage dont on ne soupçonnait pas l'évolution. Et quelques années plus tard, c'est devenu mon activité professionnelle principale, l'événementiel sportif. Ah, tu vois, à titre perso, là, je me reconnais dans cette description que tu fais avec ces débuts. Là, je suis en plein dedans, avec ce temps qu'on consacre à l'organisation de ces événements. Et on pourrait faire un sujet d'ailleurs sur cette transition à part entière. C'est pas l'objet du podcast aujourd'hui, mais c'est intéressant parce que je pense que il y a pas mal d'organisateurs qui s'y reconnaissent et peut-être que beaucoup de coureurs ne se rendent pas vraiment compte du temps que ça prend d'organiser un événement. Alors aujourd'hui, on va parler de la Veni Vici. Comment est-ce que cette course est née? Tu me disais un petit peu en off que ça avait été un peu compliqué. Et, est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce nom, Veni Vici, et l'origine de la course? Alors pour comprendre le pourquoi du lancement de cet événement, notre marque de fabrique, on se revendique pas simplement organisateur d'événements sportifs. Faire courir des participants d'un point A à un point B, il y en a plein d'autres qui savent le faire et certainement mieux que nous. Notre marque de fabrique, c'est cette petite headline qu'il y a sur notre logo Yes We Run, c'est More Than Sport. On a l'ambition, la vocation de proposer des expériences qui certes ont un ingrédient ou un point de départ qui est le sport. Donc nous, notre marque de fabrique, c'est plutôt la course à pied et la randonnée. Par contre, on allie d'autres ingrédients, le volet patrimoine, le volet tourisme, le volet festif, de la musique. On met beaucoup d'autres ingrédients dans nos événements, dans leur construction, qui fait que nos événements plaisent énormément aujourd'hui. C'est le cas du Nîmes Urban Trail, c'est le cas du Béziers Urban Trail qu'on organise, ou encore de la Veni Vici. Euh, pour résumer, en fait, Yes We Run, notre positionnement, on est créateur d'expériences qui combinent sport et tourisme, principalement. Donc, sur la Veni Vici, l'événement, il a une particularité, c'est qu'on propose aux participants de remonter 2000 ans d'histoire le long de l'aqueduc romain de Nîmes, qui avait été créé il y a plus de 2000 ans par ces fous de Romains. Par contre, je me suis rendu compte que peu de personnes, même localement, connaissent bien l'histoire de cet aqueduc. Quand on parle d'aqueduc de Nîmes, les personnes, même les Nîmois, disent ah mais le pont du Gard. Non, sauf que le pont du Gard n'est qu'un des éléments constitutifs, certes le plus emblématique, d'un ouvrage d'art qui faisait 55 km et qui avait permis, il y a plus de 2000 ans, quand Rome avait décidé de faire de Nîmes une cité romaine toute puissante dans le sud de la France, il fallait que l'eau jaillisse en abondance, c'était les thermes, et c'était également un des premiers réseaux d'égouts au monde qui avait été créé à Nîmes. Et on s'est rendu compte que sur cet ouvrage d'art, il reste encore des vestiges qui sont méconnus. C'est les tunnels romains de Cernac qui ont été creusés à la main. C'est beaucoup de petits ponts qui étaient enfouis sous la végétation, qu'on est allé remettre en plein jour, en pleine lumière, en réouvrant des chemins qui étaient fermés. Et on s'est rendu compte que sur un certain nombre de kilomètres, il reste encore beaucoup de traces visibles de cet aqueduc. Et on s'est dit, on va en faire un bel événement qui combine sport et tourisme, avec l'idée d'en faire un produit d'appel touristique à part entière pour le territoire. Et on voit 3 ans après le lancement de l'événement que ça prend bien, voire très très bien.
Alors j'imagine que en alliant justement l'aspect historique, l'aspect environnemental, vous avez eu aussi des enjeux avec les organismes de préservation de l'environnement et puis les organismes de préservation du tourisme. Comment est-ce que vous travaillez main dans la main, j'imagine, pour faire de cet événement un succès? En fait, ce qui permet de faire de l'événement un succès, c'est le contenu qu'on propose. Euh, on n'a pas voulu suivre fidèlement le tracé historique de l'Aqueduc, au moins sur la partie de Nîmes à les Deux-Noms, on va dire quasiment à la moitié du parcours, parce que euh, certes, ce qu'on fait, c'est un non-sens historique, mais ce serait surtout un non-sens contemporain aujourd'hui, puisque le tracé historique de l'aqueduc romain traverserait 7 ou 8 fois l'autoroute, avec un passage dans la plaine qui n'a pas trop d'intérêt. Donc on a un petit peu travesti l'histoire sur une petite partie afin de proposer une expérience sportive qui soit très agréable. En fait, ce qui fait que l'événement fonctionne vraiment aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée, c'était un peu particulier le lancement de l'événement, parce qu'on avait eu la bonne idée de programmer la première édition en avril 2020. Et avril 2020, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu un petit truc mondial qui s'appelle le Covid, Rapidement, ça me parle vaguement. qui nous a un peu pourri la vie, puisqu'au final, on a dû faire 4 annulations ou reports avant de sortir la première. Et il se trouve que la première édition, au final, est sortie en novembre 2021. Bon, dans un contexte qui était encore pas très évident, mais on était surtout content d'organiser la première. On a quand même fait 4000 participants sur la première édition. Alors le chiffre était un peu flatteur puisqu'on avait enregistré 2 ans et demi d'inscription en gardant captif une majorité des inscrits. La première aurait dû faire plutôt 3000 participants. La deuxième, on a fait en 2022, en novembre toujours, on a fait à nouveau 4000 participants. Mais j'ai envie de dire, par rapport à une première édition, c'était une progression plutôt logique. Et cette année, là, l'événement s'envole et décolle totalement. On a bloqué les inscriptions à 7200 participants cette année. Donc ça montre que l'événement en play, il y a un énorme engouement. Les participants viennent de 92 départements, je crois qu'on a 32 nationalités et plus de 150 participants qui viennent spécialement de l'étranger. Dont une mention spéciale à nos amis belges qui seront une petite soixantaine sur la ligne de départ dans quelques jours. Ils sont partout, ces Belges, hein, décidément, dans le trail, ils sont très très largement présents. Et pour compléter ce que tu disais, en fait, ce qui fait la force de l'événement, alors c'est son positionnement déjà au niveau de la date. On a essayé de le mettre. En fait, notre marque de fabrique, on essaie de positionner nos événements sur des périodes qui sont touristiquement calmes dans la région. Comme tu le sais, on va dire Languedoc-Roussillon, tu prends la ville de Nîmes, économiquement, c'est très fortement tiré par le tourisme. On a la chance d'avoir un patrimoine qui est absolument génial dans notre beau département. On a les arènes de Nîmes, on a la Maison Carrée qui vient d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, on a la Tourmagne au Jardin de la Fontaine, et puis on a ce fameux Pont du Gard. Et on s'est dit, on va créer un joli événement de territoire sur cet axe. La ville de Nîmes est bien connue, le Pont du Gard est encore plus connu. Ce que les gens connaissent moins, qui ne sont pas de la région, c'est la ville d'Uzès, qui est le premier duché de France et qui est une cité médiévale absolument remarquable. Et sur cet axe, il y avait de quoi faire vraiment un très très bel événement de trail running en particulier. La distance longue fait 72 km, avec dans le contenu des choses très diverses. En fait, souvent, ce que je trouve assez amusant, des personnes qui sont intéressées par l'événement nous disent « Mais ok, mais vos photos... pourquoi vous ne mettez pas des photos dans votre communication sur votre site du mois de novembre, parce qu'il ne fait pas beau normalement, et puis la nature, elle est toute grise, sauf que on a la chance d'avoir une végétation verte tout au long de l'année, constituée de persistants, et c'est vraiment surprenant. Les 2 premières éditions, on avait plus de 20 degrés à mi-journée, par exemple. Donc quand on vient d'autres régions, le dépaysement, il est déjà total. Vous y rajoutez du beau patrimoine historique, qui est même unique au monde. La combinaison des 2 ingrédients fait que l'événement marche et plaît énormément. Ouais, justement, tu parlais un petit peu des différentes distances que vous avez. L'idée, c'est de proposer aussi quelque chose pour tous et pour chacun, avec un format qui plaira et qui satisfera tous ceux qui souhaitent se mettre en mouvement, marche, trail, petite distance, longue distance. C'était une volonté aussi de proposer quelque chose à tous.
Oui, c'est vraiment notre marque de fabrique. En fait, on l'a expérimenté dans un premier temps sur les trails urbains qu'on organise. En fait, on veut que nos événements soient populaires dans le bon sens du terme et la capacité d'embarquer, j'ai envie de dire, monsieur et madame, tout le monde. Donc ça veut dire quoi? On doit pouvoir s'adresser aux compétiteurs, voire aux plus compétiteurs. On cherche également à intéresser un public qui n'a pas forcément l'habitude d'épingler un dossard le reste de l'année, mais parce qu'on leur propose un événement où ils sont encadrés, chuchotés du début à la fin, ben, ils vont s'y retrouver, ils vont se dire wow, ça c'est fait pour moi. Et on le voit, là on a toute une population de on va dire de coureurs du dimanche, hein, sans que ce soit péjoratif, ou de randonneurs qui sont sur le Nîmes Urban Trail, bah, qui se sont inscrits sur le format 13 km sur le site du Pont du Gard, ou sur le format randonnée sur le site du Pont du Gard. Pour dire, sur le 13 km run, on va avoir 1700 participants et plus de 1300 randonneurs. Ah oui. On voit bien que ça parle, ça plaît énormément, et on a un public qui est très captif, qui nous suit sur nos différents événements désormais, qui vient même nous demander c'est quoi le prochain événement que vous organisez, parce qu'on y met du cœur, on y met une certaine qualité d'organisation, et on est vraiment très très vigilant à faire en sorte que l'expérience des participants soit la plus belle possible et sorte un peu de l'ordinaire. Alors justement, au-delà des monuments historiques, des paysages que les coureurs traversent, qu'est-ce que vous apportez à l'événement pour que l'expérience soit optimale pour chaque coureur, marcheur qui vient sur l'événement? Alors, tout vient pas que de nous. J'aime plaisanter des fois en disant qu'on n'a pas grand mérite à réussir cet événement. Et il peut pas en être autrement pour une bonne raison, c'est que on construit cet événement autour du Pont du Gard. On va dire la Tour Eiffel de la Venivici, c'est le Pont du Gard, c'est le site central de l'événement, là où on fait la grande journée de retrait des dossards la veille de la course, donc toute la journée de vendredi. C'est le point central où tous les participants passeront d'une manière ou d'une autre. Chacun va pouvoir courir sur le Pont du Gard. C'est quand même quelque chose d'assez unique. Et on a vu l'effet que le Pont du Gard peut faire aux gens de manière générale. On s'en est rendu compte tout particulièrement cette année. On était exposant sur le salon du running au Marathon de Paris, donc clientèle très internationale. Et on avait un beau stand, on a cette chance, avec des très belles images du Pont du Gard en particulier. Et il fallait y être pour se rendre compte de l'effet du Pont du Gard sur les gens. Des personnes qui venaient faire de la course sur route à Paris, qui s'arrêtaient devant le stand, qui faisaient « Wow, Pont du Gard !» Et puis on se mettait à parler en anglais, « Running !» Et c'était parti, ils voulaient des infos. Le Pont des Gares aimante vraiment les regards. Donc construire un événement sportif grand public, outdoor, d'ampleur, autour du Pont du Gard, on se rend compte que ça marche, et ça marche vraiment très bien. Avec la particularité, je dirais un autre ingrédient qui fait que l'événement plaît énormément, c'est que il est très compliqué à organiser, c'est le fait de proposer des formats de course en ligne, d'un point A à un point B différent. Mon modèle, même si les codes ne sont pas du tout les mêmes, c'est la Saint-Élion, qui est le premier événement trail running en Europe, avec plus de 17 000 participants au mois de décembre. Et la particularité de cet événement, il y en a d'autres, mais ils ne sont pas très nombreux en France, c'est d'embarquer les participants d'un point A à un point B qui sont différents. Par contre, logistiquement, c'est très lourd à mettre en place. Il faut mettre des navets de bus. Enfin, c'est toute une logistique qui est compliquée, mais qui, je pense, renforce l'intérêt des participants par rapport à la majorité des événements même de trail running, où on fait en fait un circuit en boucle, où on revient à l'arrivée quasiment au point de départ. Ah, c'est vrai, la Diagonale aussi, le Grand Raid de la Réunion propose ce genre d'événements. Souvent, c'est proposé aux distances plus petites sur les événements, comme sur l'UTMB par exemple, où on a des courses. Enfin, l'UTMB fait tout le tour, mais après toutes les autres partent d'un autre point pour rejoindre cette arrivée. Mais si toutes les courses là sont en ligne, c'est vrai que logistiquement ça fait encore un peu plus de boulot et de méninges à se creuser pour arriver à organiser quelque chose de qualitatif. Comment est-ce que les coureurs peuvent se préparer à l'événement? C'est quoi le type de terrain et le dénivelé, etc., que les coureurs vont traverser?
C'est intéressant ta question, parce que alors beaucoup de personnes, dans un premier temps, j'arrive pas à expliquer pourquoi, avaient l'idée ou l'image que la Veni Vici, c'était une course sur des petites routes, principalement. Alors qu'en fait, on est en pleine nature. Il y a certes quelques traversées de route, il y a la sortie de Nîmes notamment, où pendant quelques kilomètres, on est majoritairement sur de la route, de la petite route, mais avec des traversées de chemin aussi. On est très majoritairement sur du chemin. Il y a deux ingrédients complémentaires, je dirais, ouais, qui font que ça marche. J'ai oublié de te le dire juste avant, c'est que chaque année, on inverse le sens du parcours. Ah Donc, oui, pour simplifier l'organisation, c'est bien ça. non, mais on est des organisateurs qui sont pas bien dans leur tête par moment. Ouais, en fait, on pense, on raisonne participant, qu'est-ce qui lui va lui plaire. Enfin, à un moment donné, faire des choses qui nous animent, nous plaisent, c'est gentil, c'est sympathique. Mais si on veut que ça marche, il faut raisonner autrement, il faut se mettre à la place ou dans la tête du participant. Et la difficulté, c'est qu'on s'adresse à des publics très différents. Comme je te disais tout à l'heure, on a du randonneur occasionnel, on a du coureur long qui va faire du 72, qui est chevronné, qui en fait l'objectif de la seconde moitié d'année. On a du coureur occasionnel sur des formats, on a du 72, du 44, du 27 km. On a même un format marche nordique, 27 km. Donc, tu vois, on a des publics vraiment très très différents. Donc le fait d'inverser le sens du parcours, ça plaît énormément parce on propose pas la même expérience d'une année à l'autre aux participants, avec quelques évolutions de parcours, mais très majoritairement, à plus de 90%, c'est du chemin. Et là où on se démarque peut-être de certains autres organisateurs, c'est qu'on n'a pas du tout cherché à faire quelque chose de compliqué, difficile, avec le maximum de dénivelé. Le 72 km fait 1850 de dénivelé positif. Ça me fait rigoler parce que souvent on nous dit oh ça va, pour la distance c'est tranquille quoi. Ouais, sauf que le terrain de jeu il est très accidenté, mais qu'avec des petites montées descentes sans arrêt. En fait, il n'y a jamais de place à la récupération sur un format comme celui de la Veni Vici. On est toujours en relance, toujours en montée, toujours en descente. C'est des montées très très sèches, des descentes qui sont assez sèches aussi. On a évité de mettre trop de cailloux, on a essayé de privilégier des chemins qui sont quand même, je dirais, plutôt roulants au sol, mais c'est extrêmement varié au final, et ça plaît beaucoup avec des paysages sur le premier tronçon, sortie de Nîmes, aller jusqu'au tiers de la course. On est dans une ambiance nature qui est particulière. Sur le deuxième tiers, c'est encore autre chose, et le dernier tiers, qui est un peu plus facile, on est sur d'autres formes de paysages encore. Ce qui fait que quand on fait le parcours d'une traite, le long, on a l'impression de vivre trois expériences différentes quasiment. Ouais, c'est intéressant parce que souvent, bon, les coureurs qui ont l'habitude de la montagne ne se rendent pas vraiment compte de la difficulté du trail quand ça ne se passe pas dans des zones très montagneuses où c'est une montée sèche de 1500, 2000 de D+. Mais ça en fait aussi des trails difficiles et je l'ai vu sur le Grand Raid du Finistère avec des coureurs montagnards qui sont venus et qui ont été surpris et qui ont été crampés tout de suite avec ces alternances, ces montées, descentes, montées, descentes. Donc le trail, c'est ça aussi la magie de ce sport, c'est qu'on peut le pratiquer de diverses façons, dans divers endroits, avec diverses compétences physiques que ça demande. Donc c'est intéressant d'avoir aussi des événements qui proposent autre chose que des montées de 2000 des dénivelés consécutifs. Ouais, j'ai en tête l'année dernière, j'ai plus son nom, le vainqueur de 44, un très très bon coureur, dont j'ai oublié le nom, qui venait spécialement de l'île de la Réunion, qui a gagné le 44, qui me dit à l'arrivée, mais c'était trop bien. Il fait, qu'est-ce que c'est joueur votre parcours, mais qu'est-ce que ça déboîte. Il fait, mais je préfère me taper 2-3 longues montées très raides que faire tous ces petits coups de cul, mais ça claque. Je suis KO. Et je me suis régalé. Florian Durk. Je sais plus le nom, mais c'est ce qu'on nous ressort. Et c'est ce qui revient souvent, effectivement. Je m'attendais pas du tout à ça. Qu'est-ce que ça déboîte. Ça fait mal. Mais c'est joueur, c'est virevoltant, c'est un peu notre image. Et en plus alors du Pont du Gard, évidemment, en termes culturels, l'esprit de l'époque romaine, vous avez des spectacles, des groupes de musique, des choses comme ça pendant l'événement qui sont sur le parcours ou sur le site d'arrivée et départ? Alors l'événement est encore jeune, on y va par étapes.
On avait la possibilité de monter un village course, comme on le voit traditionnellement sur d'autres événements, et on ne veut pas fonctionner de manière très classique. On va cette année avoir un village romain. On a un camp romain, en fait, donc c'est des associations qui participent, par exemple, aux grands jeux romains dans les arènes de Nîmes, qui ont lieu chaque année début mai, qu'on qui ont tous les codes de la romanité de l'époque, avec les tentes faites de la même manière, qui ont les tenues de soldats romains. Enfin, franchement, c'est à s'y méprendre. Et ils vont reconstituer pendant 2 jours, pendant la Veni Vici, un camp romain sur le site du Pont du Gard, avec des activités qui seront ouvertes à toute la famille. Et on aura ces soldats romains également au départ et à l'arrivée des courses, pour qu'on se plonge un peu dans cette ambiance époque romaine. Et on le voit, énormément de participants se prennent en photo avec eux. Le tout premier teaser vidéo qu'on avait fait sur la première édition, on avait fait un tournage sur un site romain sur le parcours de la Veni Vici, où on avait créé une rencontre entre un groupe de soldats romains il y a 2000 ans et des coureurs d'aujourd'hui, et qui avait interloqué un petit peu tout le monde, et on avait joué sur ces codes de la romanité, évidemment. Et il y a tout un tas de sites, d'ouvrages, on se retrouve plongé dans l'histoire sur le parcours. Je te parlais tout à l'heure des tunnels romains de Cernac, qui est un site absolument remarquable. Il va y avoir les carrières de pierre de Verst, d'où avaient été extraites les pierres qui avaient servi à construire le pont du Gard il y a plus de 2000 ans. Ces carrières sont toujours en service. Les participants vont courir juste à côté dans le lit de l'aqueduc historique. Quand ils vont arriver à Uzès, à moins d'1 kilomètre de l'arrivée, ils vont découvrir le premier tronçon visible de l'aqueduc, dans lequel ils vont même passer. Donc c'est un événement, c'est un parcours qui est totalement chargé d'histoire. Jusqu'au départ, cette année, des jardins de la Fontaine à Nîmes, qui est le site où la ville de Nîmes s'est créée historiquement. Ils vont directement voir la Tourmagne. Enfin, d'emblée, on est au cœur de l'époque romaine. C'est intéressant parce que tu vois, tu parles vraiment de tout ce qui va accompagner le coureur dans son expérience, et on parle vraiment d'une expérience en fait, presque comme comment dire, comme quand on va voir un spectacle de Coldplay, enfin tout ce qui est autour de l'événement en tant que tel, en plus de la musique qui va se passer pendant que les coureurs vont courir, est finalement aussi important que le parcours lui-même. Et c'est intéressant de voir cette façon de créer maintenant des événements, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup, hein, des événements en France maintenant, et c'est important aussi d'accompagner l'expérience de chaque coureur. J'étais en train de regarder les performances, les vainqueurs, ça court vite quand même, hein. Vous avez des grands noms qui sont prévus de venir cette année sur l'événement. Bon, le double tenant du titre, il est un petit peu connu dans notre milieu, c'est Emmanuel Gau. Quand même. Emmanuel Gau, vainqueur de la Saint-Élion, vainqueur de la CCC sur l'Ultra-Trail du Mont-Blanc il y a quelques années, qui était un des meilleurs coureurs ASICS, je crois, il y a quelques années. Il a une particularité, c'est le local de l'étape. Il habite à Uzès, donc qui est la ville d'arrivée cette année. Et quand on a lancé cet événement, mais ça l'a fait pleurer, vraiment. Il s'est dit, mais ça y est, enfin un organisateur qui a les couilles de lancer un événement aussi ambitieux. Il me dit, je suis content que ce soit à vous, on se connaît par ailleurs, mais je vais tout faire pour venir faire la Veni Vici. Il a gagné les 2 premières éditions. Donc c'est le format de course, hein, la distance, le dénivelé qui lui correspond vraiment. Effectivement, il a couru vite, il en fait vraiment son objectif de la fin d'année. Il sera là à nouveau au départ cette année. Il a des engagements auprès de son team qui voulaient lui faire courir normalement la première étape du championnat de France du circuit championnat de France de trail, et il a réussi à négocier pour venir sur la Veni Vici, tellement ça lui tient à cœur, et je sais l'effet que ça va lui faire à l'arrivée. Ça va être beaucoup d'émotions pour lui à nouveau. Donc ce sera évidemment un des favoris. On a plusieurs participants, j'ai plus tous les noms. On n'a pas de tête de star mondiale, hein, mais on a plusieurs participants qui ont
un indice UTMB proche des 800. C'est pas trop mal déjà. Je vois que Emmanuel, il avait mis 43 minutes au second, et 12 km/h. Ça court quand même sacrément. Ouais, pour l'avoir couru à plusieurs reprises, ce tracé, c'est rapide, ça va. Oui, Benoît, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour résumer notre échange et qui, alors pour cette année, on l'aura compris, ça va être compliqué pour les coureurs de venir parce que l'événement et les inscriptions sont closes. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour inciter les personnes à venir participer à l'événement sur une des prochaines éditions? Oui, en fait, ce qu'il a de bien, c'est de Venevicci. Tu parles d'expérience, on est en plein là-dedans. On veut proposer des événements qui sortent de l'ordinaire. On a la chance d'avoir avec le Pont du Gard et cet lac du Cromin, le lac du Cromin le plus connu au monde, dans un environnement naturel qui reste un peu unique et privilégié. Le simple fait de venir dans notre région, pour ceux qui habitent ailleurs, c'est vraiment très très dépaysant. Je le sais d'autant mieux que je suis originaire de la région nantaise, dans l'ouest de la France. J'ai eu la chance d'épouser une Limoise et je m'émerveille tous les matins, tous les jours, d'habiter dans un environnement aussi joli, très franchement. C'est pas pour rien que touristiquement ça marche aussi bien. Là où je suis assez content, satisfait aussi, c'est que on avait d'emblée en fait proposé aux collectivités de faire de cet événement un produit d'appel touristique à part entière pour le territoire, en allant chercher d'autres publics que ceux que les acteurs du tourisme maîtrisent. Et on le voit, on va être à la 3e édition, déjà faire un événement où on bloque les inscriptions à 7200 participants, on va faire un bon millier de frustrés encore cette année, montre qu'on s'était pas trop trompé a priori. Dans les chiffres, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, on a plus de 70% des participants qui viennent hors département du Gard. Et ça vient de plus en plus loin et ça vient de très très loin. On a des participants qui traversent la terre entière pour venir faire la Venevicci. Des États-Unis, d'Australie, d'Asie. C'est assez bluffant, assez déroutant, assez remarquable. Donc, ça montre quoi? Que si on continue de bien organiser l'événement, s'il plaît, s'il séduit, le plus important c'est ça, c'est que l'expérience des participants soit au rendez-vous le jour J, faut pas faire n'importe quoi. Si les participants repartent avec le sourire XXL, il n'y a pas de raison que ça se développe pas derrière. Donc si on bosse bien cette année, je pense qu'on ira viser les 10 000 participants l'année prochaine, et clairement l'ambition sur cette Venevicci, c'est d'en faire un événement de trail running référent en France et en Europe. Mais comme je le répète souvent, quand on a la chance d'avoir le Pont du Gard comme site central de l'événement, on ne peut pas viser autre chose. En tout cas, ça a l'air d'être bien parti avec ce nombre de participants satisfaits qui reviennent. Ça doit être gratifiant, et puis c'est tout le mal que je vous souhaite sur votre événement, sur celui-ci et sur les autres. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations concernant l'événement? www.lavenevicci.com. Et puis moi je remercie aussi Finishers qui nous a mis en relation et qui a permis cet échange. Donc vous pouvez aussi aller consulter toutes les courses sur finishers.com. Merci beaucoup Benoît d'avoir participé à cet échange et présenté cette course. Et chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à remercier aussi Benoît et participer à ces événements. Très bonne journée Benoît, à bientôt. Merci François encore, à très bientôt.